Bonjour, mon nom est Louis Cournoyer. Je suis professeur-chercheur en développement et counseling de carrière à l'Université du Québec à Montréal, ainsi que conseiller d'orientation, membre de l'Ordre des conseillers et des conseillères d'orientation du Québec. Cette capsule porte sur l'expérience au travail de personnes aux prises avec un trouble psychotique. Saviez-vous que 80 à 90 des personnes aux prises avec un trouble psychotique sont sans emploi? Parallèlement, une vaste majorité d'entre elles mentionnent souhaiter pouvoir exercer un emploi, s'intégrer, s'insérer socio-professionnellement. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, il y a lieu de se poser des questions ici. Dans le cadre de cette capsule, donc, il y aura un échange avec 3 personnes concernées, professionnelles, intéressées à la question des personnes aux prises avec un trouble psychotique. Avec elles, nous allons aborder progressivement 3 questions, à savoir la première, quels sont les principaux mythes entretenus par rapport à l'expérience d'un trouble psychotique. Par la suite, nous allons aborder comment aménager l'expérience en emploi de ces personnes et pour finalement aborder la question de l'espoir, à savoir comment accompagner l'espoir auprès des personnes aux prises avec un trouble psychotique, notamment sur le plan de l'insertion et de l'intégration en emploi. Sans plus tarder, allons rejoindre ces 3 personnes qui auront l'occasion de se présenter à vous. Donc, nous y allons dès maintenant. Bonjour, nous voici à cette deuxième partie de la capsule, cette partie où on va avoir un échange avec 3 personnes bien impliquées, bien concernées là, par le sujet de cette capsule. Euh, Avant de commencer, je vais les inviter à se présenter. Donc, je ne sais pas si vous pourriez chacun vous présenter votre nom, votre titre ou votre rôle, c'est selon. Donc, je débuterai avec Nathalie. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Nathalie Hamel. Je suis conseillère d'orientation en pratique privée et également gestionnaire dans le réseau de la santé au CIS de la Nodière. Je suis chef d'administration de programme, en fait, dans les services de suivi intensif, de soutien d'intensité variable et du service d'intégration socio-professionnelle. Actuellement, je suis à la direction de l'enseignement universitaire et de la recherche comme conseillère cadre dans le but de faire l'optimisation des stages. Donc, bonjour tout le monde. Luc. Oui, bonjour. Alors moi, c'est Luc Vigneault. Moi, je suis un patient partenaire, donc une personne qui a vécu avec des troubles psychotiques, toxicomanie, dépression et j'en passe. Moi, je m'implique beaucoup dans l'intégration au travail, au niveau de la recherche, de l'enseignement, puis la consultation auprès de mes pairs là, via l'association Vox Québec, entre autres. Et comme vous pouvez voir derrière moi, je suis co-auteur de 3 magnifiques ouvrages sur le sujet du rétablissement santé mentale, intégration en emploi, etc. Donc voilà pour ma présentation. Parfait, merci Luc. Geneviève. Bonjour, merci beaucoup. Mon nom, c'est Geneviève Sauvé. Je suis professeure à l'UQAM au département d'éducation et pédagogie dans la section développement et counseling de carrière. Puis, je suis aussi chercheuse au centre de recherche Douglas. Et puis, mes intérêts de recherche là, portent notamment sur tout ce qui est les troubles psychotiques, qui fait partie des troubles mentaux sévères qu'on appelle. Puis tout ce qui est en lien avec justement la réintégration au travail, puis l'intégration, l'inclusion là, au travail de cette population. Parfait, merci Geneviève. Donc, nous allons débuter. Fait que je vais y aller avec vous là d'une première question. Donc, cette première question, on va partir large. Donc, on s'intéresse à l'expérience d'une personne avec trouble psychotique ou plus particulièrement l'expérience éventuellement en emploi. Cette première question que j'aimerais vous poser, là, c'est la suivante, c'est quels sont les principaux mythes entretenus par rapport à l'expérience d'une personne avec trouble psychotique? Donc, je débuterai peut-être avec toi, Geneviève. Oui, parfait.
Il y a beaucoup de mythes, effectivement, là, par rapport à cette catégorie de diagnostic-là, si on peut dire. Tu sais, on appelle ça des troubles psychotiques au pluriel parce qu'il y a beaucoup de différentes libellés de diagnostics. Là-dedans, on retrouve notamment la schizophrénie. Je pense que c'est le diagnostic qui est le plus connu. Je pense qu'un des plus grands mythes, ça, c'est pas backé là par des statistiques ou quoi que ce soit, mais tout ce qui est en lien avec la dangerosité, je pense que c'est beaucoup mis de l'avant de façon générale dans les médias, puis c'est associé à ce diagnostic-là en particulier. Fait que je pense qu'on pourrait en discuter peut-être un peu là de tout cet aspect-là, parce que c'est vraiment un mythe là. Dans le fond, tout ce qui est en lien avec la dangerosité, comme je disais, c'est surtout véhiculé par les médias, mais quand on regarde au niveau de la recherche, puis Luc, tu pourras nous parler de ton expérience, là, t'es une personne, tu sais, super conviviale, très approchable et tout ça, donc t'es une belle représentation là de comment c'est vraiment un mythe, là. C'est ça, dans le fond, les troubles mentaux, c'est pas un prédicteur là, de la criminalisation en tant que telle. Pour ce qui a trait là de, comment je pourrais dire, la judiciarisation, pourquoi c'est associé beaucoup, souvent je pense que c'est à cause des délits mineurs, dans le fond, c'est pas des actes violents que des personnes là vont vivre. Donc c'est ça, je pense que c'est associé surtout avec les médias, c'est ça qui est mis de l'avant. Puis quand on regarde aussi au niveau des statistiques, justement les grands événements violents, des choses comme ça, ben c'est pas en majorité des gens qui ont des problèmes de santé mentale de toute façon. Fait qu'il y a comme cette association-là. Il y a une association qu'on fait de façon générale dans ce que tu dis entre si la personne porte des troubles de santé mentale, mais plus particulièrement là ici troubles psychotiques, schizophrénie, c'est dangereux. Donc il y a un risque d'agression, il y a un risque, c'est comme s'il faut se pousser un peu, alors que la réalité ça est tout autre. Luc, là-dessus? Ben absolument, Geneviève a tout à fait raison. D'ailleurs, les statistiques officielles, c'est que les crimes graves commis dans notre société par des malades mentaux, c'est 3% des crimes. Donc, 97% des actes criminels graves, c'est commis par des gens qui n'ont pas de maladie mentale. Donc, on voit qu'il y a un débalancement d'informations. Si on va plus loin, les tueurs de masse, vous savez, ceux qui rentrent dans l'école puis ils fusillent tout le monde, ceux qui ont des maladies mentales, c'est 22%. Donc, le reste, c'est des gens qui n'ont pas de maladie mentale. Donc, mais le mythe est tellement fort, il est tellement puissant que on l'entend partout. Bon, on parle là des médias, etc. Et j'irais même un peu plus loin dans la littérature mondiale là-dessus, les plus grands stigmatiseurs des personnes qui ont des troubles mentaux, c'est leurs soignants, c'est nos soignants. Alors, des fois, tu entends ça, tu viens les yeux gros de même, mais pas parce qu'ils nous battent le matin, non, au contraire, mais cette croyance-là qu'on est dangereux, puis la croyance aussi qu'on pourra pas travailler. Hein? Ou ben donc, ce qu'on a, moi, je me suis fait dire souvent, hey, t'es bien, là, hein, t'as ton chèque d'aide sociale, t'as le gros chèque! T'as le gros chèque, reste chez vous, puis profite de la vie, tu sais, comme si, c'est ça qu'on entend, c'est ça qu'il nous dit. Donc, quand on parle de se faire stigmatiser, ben, ça en est une façon. C'est une forme d'exclusion, c'est clairement, parce que c'est comme si on te dit tu devrais être content d'être à part. Oui, c'est ça, puis de pas travailler, de pas être capable de travailler, alors que on sait que dans le rétablissement, le travail, c'est un pilier majeur et important du rétablissement d'une personne. Voilà. Okay. Ton côté, Nathalie, est-ce que dans ton expérience, t'en as côtoyé là des mythes qu'on peut entretenir à l'égard des personnes avec troubles psychotiques? Ben en fait, oui, ben tu sais les enjeux de stigma, les enjeux de préjugés. Quand on parle des soignants là, tu sais, je pense qu'il y a une méconnaissance également des troubles psychotiques. C'est un des éléments. Puis cette méconnaissance là amène une certaine
une certaine défense, ou en fait, ça l'amène, le soignant, peut-être à voir la limite que lui, il a, puis dans le fond, un peu de la transposer dans la limite de, cette personne-là ne saura pas quoi faire, mais peut-être que c'est parce que moi, je ne sais pas quoi faire. Tu sais, il y a comme un peu cet élément-là qu'on peut voir parfois apparaître. Donc, de là, l'importance dans le réseau, en fait, de donner des formations, d'informer, d'abaisser les stigmas, d'embaucher des pairs aidants. Tous ces éléments-là, c'est fondamental là, pour travailler là, auprès de la clientèle, pour venir réduire, en fait, les préjugés, les stigmas, puis de croire en eux. Ça, on va revenir plus tard sur cet élément-là, mais je pense que fondamentalement, qu'on soit soignant ou pas, dès qu'on est dans l'entourage de cette population, ils ont besoin de croire, ils ont besoin de voir qu'on croit en eux fondamentalement. Peu importe le spécialiste qu'on peut être, à la base, c'est cet élément-là. Donc, c'est un peu ça que j'ai le goût de partager. Parfait. Ben, je vous amènerai à ce moment-là sur une autre question. Puis là, on va parler plus particulièrement là, de l'emploi comme tel. Fait que je vais y aller là, avec la suivante. Comment aménager? En fait, je la reformule. Comment mieux aménager l'expérience en emploi des personnes aux prises avec un trouble psychotique? Je sais pas qui d'entre vous aurait le goût de commencer là-dessus. Je peux vous donner, si vous voulez, justement, toute la perspective recherche. Il y a un programme là, qui s'appelle le programme IPS. C'est pour, en anglais, Individual Placement and Support. Puis c'est un programme de soutien en emploi, en fait, c'est le programme le mieux étudié, en fait, de ce type-là. Ça a été développé aux États-Unis par Gary Bond et puis Robert Drake. Et puis, il y a eu beaucoup d'études pour voir l'efficacité, comment ça fonctionne et tout ça. Puis je pense que c'est une des façons justement de mieux accompagner ou aménager en emploi là, des personnes qui vivent avec des troubles psychotiques, parce que ce programme-là est basé sur 8 piliers, si on peut dire, là. Puis l'idée, c'est justement d'aider la personne à intégrer le marché du travail régulier, qu'on va appeler. Donc, de pas nécessairement la guider vers des emplois qui sont réservés pour des personnes qui ont des invalidités ou des incapacités, des choses comme ça. Puis, il y a un accompagnement qui se fait du début jusque même une fois que la personne est en emploi, là, pour l'aider sur les lieux de travail, s'il y a des accros avec des collègues ou le supérieur, ou s'il y a des besoins plus particuliers. Donc, ça, c'est une façon, je pense, d'aider. Puis, Luc, je pense que t'as des expériences là-dedans très concrètes aussi. Puis Nathalie, je pense que vous offrez ce genre de service-là aussi. Oui, mais peut-être vous nous en parler, Nathalie. Peut-être je dirais avec Nathalie, ensuite je rebondis avec Luc. Mais merci beaucoup. Dans le fond, les aménagements, ce qui est hyper important en fait dans nos équipes lorsque je travaille avec la clientèle, le respect du rythme. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et de connaître les employeurs aussi, de bien les connaître, de les reconnaître, de leur offrir le support aussi, parce que je pense que cet élément-là est important, d'aller vers une ouverture aussi. Si je regarde dans l'Anaudière, en fait, moi, je suis dans l'Anaudière, l'ouverture est vraiment de plus en plus favorable. Le taux de placement est relativement élevé, ça se passe bien. Si je peux me permettre, oui. Nathalie, c'est quoi un employeur ouvert? Un employeur ouvert est un employeur qui va avoir envie d'essayer, qui est curieux d'apprendre, qui est curieux de s'ouvrir, puis de comprendre, puis de mettre en place des conditions, qui n'aura pas peur lui-même, pour être capable de venir rassurer ses équipes aussi autour, pour faciliter l'intégration. C'est vraiment important. Puis de respecter vraiment avec bienveillance le rythme d'intégration de la personne. Tu sais, du jour au lendemain, ça fait 5 ans, 10 ans que j'ai pas été sur le marché du travail à je commence à 40 heures par semaine. Ben, tu sais,
Et je pense que Luc va pouvoir en parler de son expérience personnelle, mais cet aspect-là est vraiment fondamental dans le respect du rythme, à la fois de la personne et de l'employeur dans qu'est-ce que lui est capable également. Tu sais, on est toujours dans la recherche un peu de compromis nobles quand on travaille. Puis, honnêtement, je vous parle. Puis pendant que je suis en train de vous dire ça, je me rends compte que je le fais pas juste avec la clientèle avec des troubles psychotiques, je le fais avec tout le monde. C'est le respect et la bienveillance pour tous et de croire fondamentalement au rétablissement de chacun à un rythme qui correspond à la fois à l'employeur et à la personne. Donc, ça, c'est ce qu'on a mis en place et ça a été des réussites parce que lorsque la personne se sent bien, ben c'est assez rapide. Plus on se dit qu'on va faire les plus petits pas possibles, puis qu'on enlève la pression sur la personne, plus vite elle va progresser. Et ça, on le voit, nous, à tous les jours au quotidien. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose aussi? J'ai embarqué sur l'ouverture, là, l'ouverture des employeurs, mais Ben, en fait, il y a tout le volet des milieux non stigmatisants aussi. Les milieux partenaires également, là, ben ça, on va pouvoir plus en parler sur l'accompagnement de l'espoir, mais il y a tout l'entourage également. Nous, on favorise beaucoup l'emploi régulier. Vraiment, c'est souvent, à moins que la personne elle-même nous demande, écoute, je peux-tu commencer dans une ressource communautaire? Je peux-tu commencer dans une entreprise adaptée? Mais c'est pas nous qui décidons pour la personne. Nous, on est les experts du processus. On n'est pas l'expert du contenu, de l'expérience du client. C'est lui. Puis ça, il faut lui faire confiance. Fait que ça, cet élément-là de faire confiance à la personne qui est devant nous, ben c'est un gage, c'est un levier de réussite. Fait que ça, voilà. parfait. Puis toi, Luc, ben, t'as été interpellé à la fois par Nathalie puis Geneviève comme personne qui l'a expérimenté. Fait qu'aménager l'expérience en emploi de personnes aux prises avec des troubles psychotiques, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ben, premièrement, il faut comprendre que 90% des mesures d'accommodement coûtent 90 $ et moins. C'est important de l'avoir en tête parce que ça coûte pas une beurrée de faire maintenir quelqu'un en emploi ou l'intégrer en emploi, premièrement. Également, on n'est pas un paquet de troubles là, en emploi. Là, oubliez ça. Là. C'est important de dire. Mais tu sais, Nathalie l'a bien dit que ça fait 5-6 ans que tu n'as pas été sur le marché du travail. N'importe qui, trouble psychotique ou pas, ben il y a besoin de support un peu, puis il y a besoin d'être accompagné. Alors, moi, enfin, ce qui m'est arrivé, c'est ça. Là. J'ai commencé une journée semaine, 2 jours, 3 jours, puis aujourd'hui, je suis à temps plein, puis j'ai aucune aide. Là. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des troubles psychotiques, c'est important de le dire, qui sont ingénieurs, docteurs, préposés, name it, puis qui sont sur le marché du travail. Tout va bien, là. Il y a une certaine partie qui ont besoin plus de soutien ou pour une période de temps. Donc ça, c'est important de le dire. Puis je dirais que Geneviève a parlé des IPS. Geneviève, tu diras si je me trompe, je suis dans le champ, mais la plus grande qualité d'une IPS, c'est bien de croire son client, bien sûr, mais d'avoir des compétences d'intégration et le moins possible de compétences en santé mentale. Ah oui, c'est surprenant, ça? Oui. Ça? Comment ça? Sinon, tu rentres dans les préjugés, tu rentres dans les stigmas, puis tu rentres tu sais, t'as un employeur qui cherche un employé, puis t'as un employé qui a des compétences qui cherche un employeur. C'est ça, là. Le reste, c'est un détail. C'est un détail. C'est vrai, je vous le dis, là, j'ai l'air de parler. Non, c'est un détail. Faut pas que le conseiller en emploi, il y ait des composants en santé mentale, sinon ça marche pas, là. Ça vient. Ça, c'est la littérature qui nous a dit ça aussi, là. Faut que le service d'emploi demeure le cœur de la relation. Oui, c'est ça. Et non pas qu'on s'improvise ou qu'on fasse embarquer par-dessus un rôle d'intervenant en santé mentale. Voilà. Et si besoin est, ben, il y a l'équipe traitante. Ça, c'est le job. On réfère l'équipe traitante si besoin. J'ai une question pour toi, Luc, parce que je sais que je vais me permettre de te poser. Je sais que tu as de l'aisance, là. Tu as dit tantôt, rapidement, on n'est pas un paquet de troubles. Qu'est-ce que tu veux dire par ça?
Ben, souvent, on parle des gens qui ont des troubles psychiatriques comme, ben, pas de troubles en guillemets, et qui sont toujours en retard, qui se présentent pas à l'emploi, qui sont pas compétents, etc. Alors, c'est pas ça. C'est sûr que quelqu'un qui vient de sortir de 6 mois d'hospitalisation, ben, on l'intègre pas à un emploi. On n'a pas qu'à personne, là. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est en processus de rétablissement, qui va bien, qui est rétabli, qui ça fait un bon bout de temps qu'il n'a pas été hospitalisé. Mais il y a quand même un suivi. Moi, j'ai toujours un suivi par une équipe médicale. J'ai une maladie qui demande ça, comme un cardiaque ou comme quelqu'un qui fait du cholestérol, mais ça me prend un suivi de ma santé mentale. Donc ça, je le lis tout le temps. Hmm. Mais au travail, mon employeur, moi, j'ai un contrat, tu sais, avec mon supérieur immédiat voici mes signes avant-coureurs que ma santé mentale va pas bien. Et à partir de là, on les nomme, puis on sait quoi faire, parce qu'on a prévu quoi faire. C'est ça qui est important. Donc, quand ça arrive, on n'attend pas que ça explose. Souvent, le problème, les gens sont trop tolérants. On tolère, ben là, pauvre, il y a une maladie, on va accepter, on va tolérer, puis on va pas faire ça. Dès qu'on voit que les signes avant-coureurs, que ça se détériore, on le nomme, puis on met en place la mesure d'accommodement nécessaire. C'est Ça peut ça. ressembler, oui, Nathalie, vas-y. Ben, en fait, j'aimerais faire du pouce sur ce que Luc dit, hein. Les mesures d'accommodement, elles sont hyper importantes et elles se doivent toujours de faire en sorte qu'elles soient accommodantes pour la personne sans venir faire un ajout de surplus de tâches sur les collègues. Ça, Voilà. c'est vraiment important parce que c'est à partir de là, quand les collègues se retrouvent avec un surplus de tâches, c'est là qu'on vient nourrir la ben, le stigma qu'on vient nourrir, l'incapacité qu'on vient nourrir, alors que les mesures d'accommodement, c'est vrai qu'elles coûtent peu et que elles doivent être adaptées à la personne sans avoir un impact direct sur les collègues. Ça, c'est vraiment un élément. Puis le deuxième élément que je voulais apporter aussi, c'est que euh, il arrive souvent que les employeurs, puis là, on va nommer l'ensemble, puis Luc et Geneviève, vous pourrez là renchérir là-dessus. Il y a souvent la crainte de la rechute, hein, tu sais, les niveaux d'assurance salaire, les craintes de rechute, que ce soit un problème de dos ou une maladie mentale. On fait souvent ça, on peut être confronté à ces refus-là. Lors des tests médicaux là, avant, tu sais, suivant l'embauche, là. Donc, ça aussi, fait que ce que Luc il soulevait tantôt de dire, ben, on a un plan, ben, ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que le plan de rechute, le plan de prévention, en cas de rechute, bien, il vient déjà encadré, balisé, puis ça vient dire, ben, je reconnais mes symptômes, puis à partir de là, je sais quoi faire. Et là, ça ramène à l'autonomie puis à la responsabilisation à la fois de la personne et de l'employeur de part et d'autre. Donc, voilà, c'était ma petite parenthèse, là. Oui, puis je rajouterais, moi, comme père aidant, dans les recherches scientifiques de la père aidante, les pères aidants manquent moins que le personnel régulier. Ça, c'est les chiffres, C'est là. vrai. Donc, on s'absente moins. Pourquoi? Ben, on est outillé. Nathalie vient de le décrire. On est outillé. Donc, c'est sûr qu'on manque. Quelqu'un qui a jamais eu de troubles mentaux, puis, je sais pas, il vit un divorce, un gros deuil, mais il vient tout désorganiser. Et il y a pas le soutien immédiat. Nous, on l'a immédiat, hein. Donc, c'est ce qui fait qu'on manque moins que les autres. Si je peux ajouter à cette belle discussion aussi, tu sais, justement, le plan de prévention des rechutes et tout, je pense qu'il faut bien l'enrober de justement un plan de divulgation des informations personnelles, tu sais, ou tu sais, de dévoilement. Luc, tu sais, tu nous donnais un super bel exemple avec ton superviseur, tu avais une entente et tout. Je suis certaine que c'est pas des informations que tu voulais nécessairement, tu sais, partager avec l'ensemble de ton équipe de travail, tu sais. Donc, ça, c'est des outils que les conseillers en emploi, les conseillers d'orientation peuvent utiliser justement puis dans leur travail pour accompagner les personnes qui réintègrent ou commencent un nouvel emploi ou des choses comme ça. Parce que c'est ça,
il faut en parler. Puis des fois, si la personne qui vit avec un trouble psychotique, ben peut avoir besoin de guidance un petit peu, ou en tout cas d'accompagnement sur ces questions-là, quoi décider, à qui en parler, quand en parler. Tu sais, je pense que ça, c'est une question qui revient souvent. Là. Est-ce que je le dis en entrevue? Est-ce que je le dis après l'embauche? Tu sais, c'est comment? Qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que je dois aller dans les détails? Est-ce que je dois donner mon diagnostic ou est-ce que je peux rester plus vague? Donc, c'est toutes des éléments là, que on peut travailler en amont, dans le fond. Hmm. Tout à l'heure. Excellent, excellent, Vas-y. excellent. Il faut le dire, hein. Moi, j'aime ça que mon employeur immédiat le sache. Puis aussi, moi, mes collègues de travail, moi, c'est moi, là, t'es pas obligé, mais moi, je peux te dire que plus les gens le savent, pas obligé de raconter en détail, mais plus ils acceptent, puis ils disent, ils sont moins jugeants, finalement. C'est ça qui bon, moins jugeants. Puis là, on parle des collègues une fois en emploi. Il y a Oui. différentes étapes, hein. Dans le fond, il y a à l'entrevue d'embauche, euh, il y a une fois en emploi, il y a un employeur, il y a des collègues. Ça doit pas être les mêmes enjeux, hein, d'après moi, là. Exactement. Fait que dans le plan, justement, c'est comme ça qu'on l'appelle un peu, là, le plan de divulgation des informations personnelles. Là-dedans, ça devient un outil où on peut décider à l'avance à qui je dis quelle information, à quel moment. Ça n'a pas besoin d'être la même information pour tout le monde. Ça peut dépendre Hmm. justement du statut de la personne, du moment à qui on le dit, des choses comme ça. Donc, c'est ça qui est le fun d'avoir en amont. Puis on peut le modifier en cours de route là, si, comme on disait tantôt, la personne, ça fait plusieurs années qu'elle travaille pas, puis là, elle retourne sur le marché du travail, peut-être qu'elle va être plus réticente, tu sais, à dévoiler certains trucs, mais peut-être que si ça fait déjà 6 mois, 1 an qu'elle est dans son emploi, mais peut-être que là, elle va vouloir aller modifier ce plan-là aussi, prendre des décisions différentes. Donc, c'est un bel outil de travail, puis d'accompagnement, là, dans le fond. Je vous attire sur cette question-là avec une sous-question. J'irai avec Luc en premier là-dessus. Euh, je la pose naïvement par exprès, là. Si on parle de comment aménager l'expérience en emploi, je vais poser la question avant ça. Pourquoi c'est important de travailler pour n'importe qui, mais là, pour la population qui nous intéresse, là? Ça apporte quoi travailler? Ça change quoi travailler? Tantôt, t'as dit, tu sais, on t'avait dit, tu pourrais profiter de ton beau gros Ouais. chèque. Mais toi, t'as vu plus de valeur à Oui, travailler. absolument. Ben, tu sais, le travail, ça vient régulariser ta vie. C'est-à-dire il faut que tu mettes ton cadran pour te lever. Hein, il faut que tu te laves, faut que tu sois propre, faut que tu fasses ton lunch, faut que tu fasses, dans certains cas, de la formation continue, etc. Donc, ça vient vraiment régulariser ta vie, puis ça t'amène de l'estime de soi. J'ai Hum, réalisé quelque chose aujourd'hui, et ça n'a pas de prix, là. Il n'y a pas de thérapie qui vient à côté de ça. Il n'y a pas de pilule au monde qui vient à côté de ça, d'avoir l'estime, d'avoir réalisé quelque chose que tu pensais avant impossible. Puis on parle pas non plus de travailler. Il y en a qui travaillent 5 jours, mais il y en a qui travaillent 2 jours semaine, puis ouais. c'est bien parfait pour ça. Mais encore une fois, tu sais, dans la littérature, là, il y a 4 piliers fondamentaux du rétablissement. C'est l'espoir, l'appropriation du pouvoir d'agir, la famille et le travail. Ça, c'est c'est comme ça que les gens se rétablissent. OK. Si je peux Ben, ajouter, je oui, m'excuse, juste une oui. petite parenthèse Non, avant non, notre le temps, comme question tu veux. de, tu sais, on parlait du beau gros chèque, là, ça, je pense que Oui. c'est un beau mythe, en fait, C'est pas si beau parce que qu'il ça. est pas si gros que ça. Non, non. Puis, tu sais, avec la vie qui coûte de plus en plus cher, surtout, ça dépend les gens qui vivent dans quelle région, mais tu sais, à Montréal, le prix des loyers qui explose, l'épicerie qui coûte de plus en plus cher n'importe où est-ce qu'on habite. Euh, Tu sais, c'est pas tant que ça. Puis ce chèque-là aussi, des fois, ça amène la personne à, justement dans une situation un peu à se poser des questions, en tout cas, à se demander, mais justement, est-ce que ça vaut la peine de retourner travailler parce que est-ce que je ferais tant d'argent de plus? Fait que si on y va vraiment seulement financièrement, monétairement, c'est pas toujours évident c'est quoi la bonne réponse, mais je pense que Luc apportait justement
toute la richesse du travail dans le processus de rétablissement parce que ça vient répondre à des besoins fondamentaux au niveau psychologique, l'autonomie, la compétence, la connexion aux autres, l'estime de soi, tu sais, c'est des choses tellement importantes, puis c'est ça qui vient justifier de pourquoi c'est important d'aider les personnes à intégrer le marché du travail. Puis, si je peux me permettre, je vais aller vers toi, Nathalie, parce que tu parlais que tu es gestionnaire, mais tu es aussi conseillère d'orientation. Tu as d'ailleurs une pratique privée, là. Fait que tu en as accompagné du monde dans ta vie. Pourquoi ils veulent travailler? Puis là, si on parle plus particulièrement de la population, des personnes avec troubles psychotiques. Retrouver leur dignité. Oh. C'est souvent une des premières choses qu'ils me disent dans mon bureau. De retrouver leur dignité, de donner du sens à leur vie, de se sentir utile, d'avoir l'impression qu'ils sont autre chose qu'un diagnostic. Parce que pendant des années auparavant, avec les traitements, les ajustements de molécules et tout, ben, c'était la maladie qui était en avant-plan. Puis à partir du moment où on commence à aborder la notion du retour au travail, c'est à ça que ça éveille, c'est ça qu'on met de l'avant. Donc, cet espace de dignité-là interne, c'est vraiment... puis ça vient aussi augmenter l'état des connaissances des gens parce qu'ils apprennent, ça ouvre sur la curiosité. Donc, puis ça amène aussi beaucoup d'humanitude. Ça nous amène, je pense qu'on a mis la table là, pour notre dernière question ensemble, puis je vous la pose à l'instant. Comment accompagner l'espoir auprès de personnes avec troubles psychotiques? Luc t'a parlé de 4 piliers il y a quelques instants. Un de ceux-ci était l'espoir. Nathalie, tu parles de dignité. Geneviève t'a fait part également là, de l'importance que travailler, c'est plus important, même si on veut, plutôt qu'avoir des conditions qui peuvent nous enliser là, dans une sorte de désespoir. Fait que je la repose. Comment accompagner l'espoir auprès de ces personnes? Je sais pas qui a le goût de prendre la balle au bon. Ben, je lancerais, il y a un de mes livres qui s'appelle « Je suis une personne, pas une maladie ». Et ça, je vois mes amis qui ont du bonnet, là, c'est la première chose, c'est qu'on accompagne une personne, on n'accompagne pas une maladie en intégration. On n'intègre pas un malade en emploi. Ça, c'est la base. Fait que donc, je dirais commencer par cette base-là. Puis voilà, chercher les compétences de personne, là, mais je vais laisser mes, mes spécialistes. Avant, je veux t'amener plus loin. Oui. On accompagne une personne, pas une maladie. Ah ouais. Concrètement aussi, tu sais, comment tu voudrais, je m'en dire comment on s'y prend, ou dans ton cas, comment tu aurais voulu qu'on s'y prenne, ou qu'on s'y prend, ou qu'on s'y soit pris? Ben d'abord, moi, ce qui m'a aidé quand j'ai rencontré ma conseillère en emploi, tu sais, la première chose qu'elle m'a demandé, c'est: as-tu des rêves, Luc, des ambitions, as-tu des... Mon Dieu, je sortais de plusieurs années, moi, de traitement intensif, puis tout ça. Non. À un moment donné, j'ai dit: ah, moi, j'aimerais ça être conseiller politique, tu sais, parce que j'aime la... Puis, elle m'a regardé avec un grand sourire, elle a dit: hey, ça va leur faire du bien. Elle m'a cru. Ça, je vous le dis, là, c'est le moment tournant de ma vie. Il y a quelqu'un qui croyait en moi au moment où moi, j'y croyais plus. Puis là, je crois à ça. Certain, je vois pas pourquoi tu pourrais pas. Et là, on a fait un plan d'intégration pour être conseiller politique sans jamais aborder la question de la schizophrénie, jamais, ni des médicaments, ni de quoi que ce soit. On a vraiment fait un plan pour aller vers ça. Puis, je dirais, l'important, c'est pas d'atteindre le but, hein. L'important, c'est le processus, tous les actes qu'on pose pour s'y rendre. C'est ça. Parce que ça se perd pas, jamais. C'est c'est de mettre et de garder les gens en mouvement. C'est le mouvement qui... Oui. Je dis toujours la blague: si t'es en mouvement, t'as un rétablissement enrichissant. Si tu restes assis sur ton cul, t'as un rétablissement de cul. C'est clair. C'est clair.
Geneviève, de ton côté, je ramène la question, comment on accompagne l'espoir? Ouais, ben je pense, tu sais, on l'a mentionné là, de se poser la question en tant que, mettons, intervenant, ben c'est quoi, là, nous, nos préjugés? On en a tous, tu sais, ils peuvent être positifs, ils peuvent être négatifs. Donc, juste d'avoir une réflexion sur notre pratique à nous, notre posture à nous face à l'accompagnement d'une personne qui vit avec une maladie comme ça. Déjà, je pense que c'est comme une première étape. Puis après ça, d'aller s'outiller. Tu sais, Luc, tantôt, tu mentionnais justement, tu sais, c'est mieux que les personnes conseillères en emploi aient pas nécessairement de formation en santé mentale et tout ça. Moi, j'ajouterais que je pense que c'est bien qu'elles aient au moins une base, je te Oui, dirais, ben, tu sais, juste pour justement comprendre un peu mieux l'expérience. Tu sais, ça va être une expérience différente pour tout le monde. Tu sais, une personne qui vit, c'est un peu euh, comme je cherchais une comparaison, mais tu sais, même si tout le monde, si on regarde plusieurs personnes qui ont un diagnostic de schizophrénie, l'expérience de chaque personne va être différente. Elle va vivre sa maladie de manière différente, ça va vouloir dire quelque chose de manière différente pour chaque personne, mais d'avoir juste une base sur justement par exemple, les effets des médicaments, certains symptômes associés, on n'en a pas parlé encore, mais tout ce qui est en lien avec les aptitudes cognitives, tu sais, je pense qu'il y a certains médicaments qui peuvent avoir des effets là-dessus. La maladie aussi va amener parfois certaines difficultés au niveau de la cognition, tout ce qui est attention, mémoire, ces choses-là. Fait que de bien comprendre, dans le fond, d'où ça vient, peut-être un peu ces difficultés-là qui peuvent devenir le sujet d'aménagement en emploi, dans le fond, puis qu'on n'a pas besoin de mentionner le détail du diagnostic de la personne. Ça devient juste un besoin d'aménagement et tout ça. Mm. absolument. De ton côté, Nathalie, comment on accompagne l'espoir? Écoutez, ben en fait, Luc et Geneviève ont vraiment bien identifié là, plusieurs éléments. Luc, je reviendrai avec le plan. Hein, quand on parlait du Oui. plan, avec les personnes que je rencontre dans mon bureau, en fait, hein, c'est toujours dans le but, tu sais, on découpe le projet. On prend le temps pour que ça devienne des succès à chaque étape. Fait que c'est comme si les barreaux de l'échelle, on les réduisait. Puis la personne, ben écoute, il y a des journées, elle va monter 4, 5, 6, puis il y a des journées qu'elle peut en monter 12, mais parce que c'est toutes des petites étapes qui fait qu'il y a un sentiment de fierté, d'accomplissement qui est en arrière de ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est comme qui fait du sens aussi, puis qui est concret, parce que chaque petite étape, bien, on vient nourrir, en fait, on continue à nourrir le rêve à chacune des petites étapes qui s'accomplissent. Donc, ça, c'est un exemple, là. Un jour, j'avais une personne en secondaire 2 qui est arrivée dans mon bureau, puis elle me dit, ben moi, je veux devenir médecin. OK, parfait. Parfait. Tu veux devenir médecin? Ben, on va le travailler ensemble, ton projet, puis on va le décortiquer, ton projet. Mais Ça, parce c'est pas que de la j'ai pensée cru. magique. Non, C'est pas de la ça n'a pensée rien. magique Non. d'intervenir comme ça, là. Du tout, parce que à partir du moment où, comme Luc il dit, il y a quelqu'un qui a cru en moi, ben cette personne-là, pendant son parcours, est allée chercher son secondaire 5, est allée chercher, après ça, est devenue préposée aux bénéficiaires, puis après ça, elle a fait le choix d'arrêter, mais c'était son choix à elle. Voilà. Mais si, au préalable, je lui avais dit, mais non, voyons, tu sais, ben, secondaire 5, probablement qu'il serait même pas encore réussi. Puis cette personne-là, présentement, à l'heure qu'on se parle, est en train de faire son DEC en soins infirmiers. Ouais. Mais Aurait pu- on a cru au rêve. On y a cru. On a donné on a mis les moyens en place pour tendre. Mais on est l'expert du processus. L'expert de contenu, c'est la personne, puis je le rappelle, ça, c'est tellement important. Puis c'est elle qui va prendre la décision pour sa vie à elle, à quel moment elle va sentir qu'elle a atteint ce qu'elle voulait. On pourrait dire dans ce que tu dis, c'est la personne conseillère d'orientation. Elle oriente pas. Elle aide la personne à s'orienter. C'est ça J'ai son bien rôle. dit ça. Ben, si on le dit, puis on cherche à le répéter comme profession. Et on arrive vers la fin de notre entretien. J'avais le goût de vous rajouter une petite question toute légère là, pour bien finaliser. Le but de cette capsule-là, ben, cette capsule-là s'adresse à des membres de la communauté professionnelle en développement de carrière, counseling de carrière, orientation, puis aussi à la population en général.
Je poserai la question suivante. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on puisse le plus retenir du sujet qu'on vient de discuter ensemble? C'est un message, un mot, un terme, une idée? J'irais, j'irais en mentionnant que si vous avez le goût de travailler avec la clientèle, de grâce, ayez une dose d'humilité. Hum. Laissez vos croyances, fausses croyances, stigmas, préjugés. Ayez le courage de vous remettre en question. Ayez le courage de poser la question si vous êtes à la bonne place lorsque vous faites telle intervention. Ayez cette humilité-là de vous remettre en question régulièrement. Merci, Nathalie. Luc, Geneviève? Luc Savant? Disons que il faut se rappeler que de vivre avec la schizophrénie, ça prend une force surhumaine extraordinaire pour vivre avec la schizophrénie. Imaginez de mettre cette force-là en emploi, c'est fantastique, là. Donc, faut pas penser que ces gens-là sont lâches, non, au contraire, moi, je dis tout le temps, on a une force qui est au-dessus de bien du monde parce que vivre juste avec cette maladie-là, c'est déjà beaucoup. Donc, de mettre cette force-là en emploi, c'est merveilleux. Et en plus, on est attachant, on est fin. Ça me donne le goût d'acheter un livre, moi. Ah, c'est ça! Geneviève, en conclusion? Ben écoute, dans le même sens que mes deux collègues ici, là, moi c'est justement, je pense que le message clé, c'est croyez que c'est un diagnostic, mais ça les empêche pas d'être capables. Tu sais, ils sont capables de travailler. Je pense que c'est un des gros préjugés, des gros stigmas que on peut ne pas nécessairement être conscient, mais tu sais, on a plein de preuves. Luc, c'est un excellent exemple qui est justement, j'ai juste le terme en anglais, là, mais tu sais, qui embody, là, tu sais, qui montre que toutes les capacités de ces personnes-là, puis de justement pas le voir comme eux versus nous. Tu sais. On est tous dans le même bateau, on est tous des humains, on a tous eu nos difficultés, tout le monde a eu des difficultés de santé mentale dans sa vie, pas nécessairement qu'il n'ait un diagnostic, mais tu sais, on est tous pareils. Non? C'est ça. Ben écoutez, ce sera le mot de la fin. Avant qu'on se quitte, je veux évidemment vous remercier. Donc, merci Nathalie Hamel pour ta participation, Luc Vigneault et ainsi que Geneviève Sauvé. Puis en espérant là, que les personnes qui vont pouvoir visionner cette capsule pourront s'initier, s'introduire à un sujet ou encore découvrir des choses qu'ils n'auraient pas su autrement. Fait que merci beaucoup à tout le monde. Merci Merci. beaucoup. Au plaisir. L'expérience des troubles psychotiques est souvent mal perçue, exagérée, associée à des limitations qui ne sont pas toujours justes. Au cours de cette capsule, nous avons tenté de répondre à 3 questions qui peuvent intéresser le public en général et plus particulièrement les personnes conseillères en développement de carrière ou d'orientation. D'abord, quels sont les principaux mythes entretenus par rapport à l'expérience d'un trouble psychotique? Ensuite, nous avons traité de comment mieux aménager l'expérience en emploi de personnes aux prises avec un trouble psychotique. Et enfin, comment accompagner l'espoir de personnes avec un trouble psychotique. Pour répondre à cette question, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec 3 personnes possédant des expertises complémentaires sur le sujet, à savoir d'abord Geneviève Sauvé, professeure à l'UQAM en développement et counseling de carrière et également chercheuse au centre de recherche Douglas. Également, Nathalie Hamel, conseillère d'orientation, mais aussi chef de l'administration de programmes au suivi intensif, soutien d'intensité variable et services d'intégration socio-professionnelle pour le secteur Nord dans la Naudière et qui est actuellement sur un mandat à titre de conseillère cadre pour l'optimisation des stages à la direction de l'enseignement universitaire et de la recherche. Et enfin, Luc Vigneault, à la fois père aidant et conférencier d'ordre international, personne vivant avec un diagnostic de schizophrénie, de dépression et de toxicomanie,
Il est également chargé de cours à l'Université Laval, et je n'ai pas terminé, patient partenaire de recherche aux universités de Montréal et Bordeaux, au GHU Paris, ainsi qu'à l'Université Laval. Il est membre de la table de concertation de l'INES et cofondateur et coordonnateur pour la recherche pour l'association Vox Québec, qui s'intéresse aux problèmes de santé mentale. Et enfin, il est avec fierté co-auteur des livres « Je suis une personne, pas une maladie », Cap sur le rétablissement et préjugés, discrimination et exclusion en santé mentale. Donc, toutes ces personnes, nous les remercions pour leur participation à cette capsule, de même qu'il importe de remercier les personnes qui vont s'occuper de la réalisation et du montage de celle-ci, à savoir Lise Lachance, professeure-chercheur en développement et counseling de carrière à l'Université du Québec à Montréal, ainsi que Marc Dalpé, concepteur multimédia. Je m'appelle Louis Cournoyer, je suis également professeur-chercheur en développement et counseling de carrière à l'Université du Québec à Montréal. Il m'a fait plaisir de travailler à l'idéation, l'organisation, la réalisation, l'animation de cette capsule. J'espère que vous en avez tiré une expérience agréable. Donc, on se retrouve pour de prochaines capsules. Au revoir.